La personne pour laquelle je vous demanderai de vouloir vous lever, s'il vous plaît. Merci. Accueillons l'avenir du Gosier et plus largement de la Guadeloupe avec celui qui est le président de la communauté d'agglomération de la rivière du Levant, également maire, premier magistrat de la ville du Gosier. Je vous demande d'applaudir M. Cédric Cornet. Bonjour à tout le monde. Alors avant de lancer le protocole, j'aimerais que tous les élus de la liste au service pour le Gosier viennent derrière moi, parce que sans eux, je n'aurais pas été là aujourd'hui, donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent me rejoindre pour ce discours. Donc j'aimerais que vous veniez me rejoindre. D'accord. Alors juste pour moi, pour la photo, venez juste après l'après-midi qu'on ne peut pas à cause du Covid-19, malheureusement. Donc, on est très peu nombreux. J'ai entendu souvent le mot de fête. Donc là, avant le protocole, on a fait venir la presse. Et on ne peut pas parler de fête si la population n'est pas là. Et elle n'est pas totalement là. Et donc, au nom de tout notre conseil municipal, je tenais à m'excuser de faire une petite fête et de ne pas pouvoir fêter avec tous les électeurs du Gosier. Et je voulais leur dire, à travers ce petit mot, juste leur dire qu'on les aime très fort, qu'on travaille pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on ne les abandonne pas et qu'on ne les lâche pas, et que même si la période est difficile, eh bien, on est là avec eux et que nous travaillons pour eux. Donc voilà, je voulais juste dire ça, mais leur dire qu'on a mis le direct, c'est pour fêter pour eux, à travers cet écran, parce qu'on considère que nous ne sommes que des représentants. Et on leur dit encore merci d'avoir voté pour nous massivement lors de ces élections, au premier tour et au deuxième tour. Et je remercie aussi les conseillers communautaires d'avoir voté majoritairement pour moi en tant que président de la Riviera du Levant. Et je suis très honoré de travailler dans ces deux collectivités. Donc juste un petit mot en préambule. Et je remercie aussi tous mes adjoints, tous mes élus communautaires et municipaux qui travaillent avec moi au quotidien et qui permettent qu'on puisse relever les défis ensemble. Donc encore, merci à tout le monde. Allez. Madame la députée, Madame Justine Bénin, députée de notre circonscription, bonjour. Monsieur Olivier Servat, première circonscription, bonjour. Monsieur le député Max Mathiazin, troisième circonscription, bonjour. Mon ami frère, deuxième vice-président Loïc Tonton, maire de Désirade, bonjour. Mon ami Bernard Pancrel, frère aussi, premier vice-président. Je tenais particulièrement à vous honorer aujourd'hui parce que grâce à vous, je sais tout ce que vous avez entrepris pour que je sois président. Je tenais à vous remercier publiquement de tout le travail qu'on met ensemble. Monsieur Kikré, ou Kikerez, conseiller communautaire de la ville de Sainte-Anne, représentant Christian Baptiste, qui fait partie de notre conseil des maires de la Carle. Je voudrais qu'on utilise à Christian toute la sympathie et l'amitié que nous avons, et je reprendrai les mots de Bernard Pancrel. Nous ferons tout pour Sainte-Anne, mais aussi pour Saint-François, Désirade et Gosier. Et donc, on a bien entendu ton message de travailler pour toute la Carle. C'est la volonté que nous avons avec Christian. Monsieur Nelson de la région, j'ai entendu vos mots. Je suis en perpétuel, on va dire, tout le temps en contact avec Aréchalus. Nous avons un gros problème pour les canalisations qui vont depuis Tombeau jusqu'à Grand-Bay. Je l'ai appelé encore hier soir. J'espère que les bons d'urgence vont arriver vite. Je profite, c'est télévisé, ça peut permettre que ça aille plus vite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une période cyclonique. Il y a quand même aussi une urgence sanitaire où nous ne savons pas de quoi est composée l'eau. Nous avons aussi une décharge à ciel ouvert. Et Monsieur Porlon nous a dit qu'il allait nous aider. Nous avons à peu près de 300 voitures qui sont entassées à Belle-Plaine. J'espère que toutes les collectivités qui ont la compétence pourront nous aider à faire en sorte qu'on récupère cet espace communal
pour en faire une déchetterie. Parce que malheureusement, Désirade a déjà sa déchetterie, Saint-François a sa déchetterie, Sainte-Anne a sa déchetterie, mais l'ancienne majorité n'avait pas l'idée d'en faire une, alors que nous on a le déchet à Gosier. Donc il nous faut cet espace pour pouvoir faire la déchetterie. Il y a l'argent, les fonds européens sont là. On a eu la discussion avec Harry lorsqu'il est venu, et j'ai entendu que tout ce qui sera déjà acté, donc nous avons le terrain de tennis pour faire la TP Gosier, après la TP Miami pour que Rafael, Nadal, Djokovic, ils viennent à Gosier. Donc on est prêt. Les 2 millions pour le gymnase aussi, nous sommes prêts et nos services vont travailler dans ce sens. Donc dites à Harry, avec toute notre amitié, qu'on est prêt à travailler pour le Gosier et pour la Riviera du Levant. Monsieur Porlon, c'est important parce qu'aujourd'hui tu es le seul de CNGT, non, il y a aussi Hans Bertrand, donc j'aimerais quand même qu'on se... Et Petit Canal aussi, oui, mais je suis tout à l'heure parce que Petit Canal c'est important, il faut qu'on parle en tête à tête tout à l'heure. Pourquoi Monsieur Porlon c'est important? Aujourd'hui, la Guadeloupe nous regarde. On n'a pas droit à l'erreur. Ça fait trop d'années que Martinique a déjà son unité de valorisation des déchets, nous on n'a pas. En tant que Guadeloupéen, il est inadmissible que nous on ne relève pas le défi. Donc cette unité Sinoval, ben je pense que Sinobol et Vaval, c'est pas un bon nom, mais cette unité, ce syndicat qu'on nous a créé et cette usine au moule, j'appelle de tous mes voeux que CNGT, notamment Madame Carabin et la ville du Moule, fassent le nécessaire pour le terrain. Je compte sur vous, c'est un enjeu majeur. Les déchets, c'est notre bébé. On veut que l'usine janvier 2023, parce qu'on a promis à Harry que pour décembre 2020, tout sera opérationnel pour que janvier 2023, l'usine sorte de terre. Donc, Monsieur Porlon, je compte sur vous. Monsieur Sigiscard, merci encore d'être ici avec Madame Bernice. Je sais tout ce que le département fait pour la ville du Gosier. Et vous savez que vous avez un bâtiment juste derrière notre pôle administratif. Je connais l'implication du département Gosier et saluez pour nous Madame Borel-Lincertin et avec elle on va continuer à travailler. Mesdames, Messieurs, les élus qui représentent différentes communes, vous avez honoré de votre présence et représentez vos maires avec une grande qualité. Donc je tenais à vous remercier de votre présence parce que on m'a toujours dit le nombre d'élus qui viennent à une fête communale, ça veut dire qu'il y a une attente et qu'il y a un partenariat qui est direct ou indirect. Et quand je vois quasiment toute la Guadeloupe représentée, vous pouvez savoir, parce qu'il y avait aussi M. Courtois de Capester qui est avec nous ce matin et qui est parti pour des raisons, il avait des obligations. Je suis vraiment honoré en tant que maire de la ville du Gosier, en tant que président de la Carle, de vous voir aussi nombreux dans cette période de Covid-19 et d'honorer la ville du Gosier et ses Gosieriens. Et pour nous, c'est un engagement, ça veut dire que l'attente est forte par rapport à votre présence, mais par rapport aux Gosieriens, aux Saint-Canais, aux Saint-Franciscains et aux Désiradiens. Les anciens combattants, moment très fort, où chaque année, nous nous devons, et moi j'ai en ce moment spécial, j'ai une pensée pour mon ami frère qui est parti dernièrement, M. Émile Martial, qui était aussi ancien combattant, et c'est lui qui m'a initié au monde des anciens combattants. C'est lui qui m'a donné, qui m'a expliqué le rôle des anciens combattants. Et je me souviens que j'étais même pas maire, j'étais à l'opposition. Il se faisait un plaisir de me faire déposer la gerbe. Et encore ce matin, quand j'ai déposé la gerbe, j'ai pensé à lui. Donc je sais tout ce que vous avez fait pour la nation. Et pour nous, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce matin dans cette mairie du Gosier. Je veux avoir une pensée émue pour tout mon conseil municipal. Parce que c'est pas évident un engagement. On a eu 6 mois de campagne électorale, il y a eu des sacrifices, il y a eu des difficultés. Il a fallu convaincre la population du Gosier. Ce n'a pas été facile, même si nous sommes sortis en tête brillamment au premier tour et que nous avons eu une large avance au deuxième tour. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ce que mon conseil municipal, ma liste, a fait pendant ces 6 mois, c'est héroïque. Je pense encore à tous ceux que pendant le Covid, pendant le confinement, qui ont distribué de l'eau sur tout le Gosier. Je pense à tous ceux, c'est-à-dire tous, qui ont signé bénévolement pour être la seule commune
de près de 30 000 habitants bénévoles. Peut-être que Guadeloupe Première et d'autres médias ont essayé de faire comprendre que ce n'était pas grand-chose. Je vous invite à aller voir d'autres communes de 30 000 habitants et dites-leur d'être bénévoles et on verra leur réponse. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce monde et dans ce pays, le mérite ne passe pas en avant, malheureusement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à changer. Les personnes qui m'entourent, ce sont des personnes méritantes. Je pense à mon directeur de cabinet, à mon chef de cabinet, je pense à toute mon équipe, à mon intendant, à toutes les personnes qui font que, aujourd'hui, je peux mener un travail efficace. On le sait, aujourd'hui, en période de Covid-19, on ne peut pas se dire que tout est facile. Et en plus qu'il y avait des problèmes déjà majeurs, vous avez entendu l'eau, et messieurs, mesdames, les députés, vous savez à quel point le problème de l'eau me tient à cœur. Il est temps que vous fassiez passer la loi pour obliger les EPCI à travailler ensemble. Si on n'arrive pas à raisonner les hommes à l'amiable, il est temps que pour le bien de la Guadeloupe, pour le bien des populations de Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François et des Irades, entre autres, qui sont les plus touchés, il est temps que cette loi organique dise que le SMO est obligatoire et tout le monde doit y rentrer dedans. Aujourd'hui, on est dans cette logique. Je vais commencer le vrai discours, mais j'avais des choses à dire qui étaient importantes en mon sens, parce que la fête patronale aussi permet de faire passer des messages et de dire réellement notre volonté politique. La commune du Gosier, dont la population m'a fait l'honneur de présider pour les 6 prochaines années à sa destinée, a été placée sous la protection d'un saint. Vous le savez, il s'agit de Saint-Louis. Saint-Louis que l'on a connu d'abord sous le nom de Louis IX, roi de France. Qui a décidé de cela? Et pourquoi en a-t-il décidé ainsi? Mesdames et messieurs, je vous prie de me pardonner mon ignorance. Mais si nous excluons l'hypothèse du hasard, nous devons admettre que celui qui a fait ce choix a cru pouvoir établir un lien imaginaire entre la petite paroisse qui était le Gosier de l'époque et le personnage de Saint-Louis dont il se faisait une certaine idée. Des générations d'écoliers ont retenu de Saint-Louis l'image d'un souverain pieux, modeste, juste et attentif aux souffrances de ses contemporains. Des gravures présentent encore le chêne sous lequel le roi s'installait pour écouter les plaintes de quelques sujets en colère. Les manuels d'histoire sont peuplés d'images représentant Saint-Louis courbé vers la terre et lavant les pieds des pauvres atteints de la lèpre. Beaucoup d'encre a coulé à propos de la justice de Saint-Louis. Mais celui-ci n'était pas seulement un justicier, il était également un guerrier. Dès lors, si pour certains, il est considéré comme un saint, pour d'autres, il peut apparaître comme un assassin. En effet, c'est avec un vif enthousiasme qu'il prépare les 2 croisades de son règne. À chaque fois, son armée essuie de terribles échecs. Tantôt, il est fait prisonnier et ne retrouve la liberté qu'après le paiement d'une rançon conséquente. Tantôt, il est victime du paludisme qui décime ses troupes. Il est lui-même terrassé par la maladie le 25 août 1270. 25 août, date de la fête patronale du Gosier. En ces temps-là, dois-je le dire,
les Taïnos et les Kalinago qui peuplaient nos îles Caraïbes vivaient dans l'ignorance bien heureuse de ces vacarmes sanguinaires entretenus par l'Orient et l'Occident. Saint-Louis est mort sous le champ de bataille de la religion. Alors, le saint a-t-il été sage de mourir pour des idées? À un moment de son existence, il arrive que chaque être humain se trouve confronté à cette terrible question. Puis-je mourir pour des idées? Mesdames et messieurs, vous avez compris que ce détour biographique, que cette évocation de la vie de Saint-Louis n'avait pas seulement un intérêt pédagogique. C'était une manière de vous inviter à méditer avec moi à propos d'un vrai problème que se pose toute femme, tout homme sérieusement engagé dans la vie publique. Doit-on mourir pour des idées? Je vais vous avouer que le matin au réveil, c'est déjà Georges Brassens qui susurre à mon oreille sa célèbre chanson « Mourir pour des idées ». L'idée est excellente. Mesdames Orlantes. Au moins, je vois qu'il y a beaucoup d'adeptes comme moi de Georges Brassens, ça fait plaisir. Dans ce poème musical, Georges Brassens dénonce les idéologies qui entraînent la mort dans leur sillage. Il cloue au pilori les manipulateurs, ceux qui utilisent la vie des autres pour imposer leurs croyances. Brassens s'oppose au fait de mourir pour des idées, parce qu'il pense qu'on ne peut jamais atteindre la vérité absolue en quoi que ce soit. On ne peut jamais prétendre détenir la vérité et encore moins l'imposer aux autres. En effet, il explicite le refus de tout dogmatisme, que ce dogme soit politique ou religieux. Il pousse au sacrifice ou au martyr. Est-ce aussi, la chanson de Brassens est-elle bouleversante d'ironie? Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Bien sûr, aucun de nous ici présents n'est prêt à mourir pour des idées paresseuses. Bien sûr, aucun de nous ici présents n'est prêt à mourir pour des idées creuses. Mais, quand notre monde apparaît comme un désordre d'impuissance et de stérilité, quand nous subissons le désarroi des esprits et des cœurs, quand la détresse collective se transforme en débâcle général, avons-nous le droit de rejoindre le clan de ceux qui ne croient en rien, de ceux qui ne se sacrifient pour rien, de ceux qui ne se dévouent pour rien? Je pose la question sans détour et je ne me donne aucun prétexte pour refuser d'y répondre. Ma conviction est que la situation actuelle de notre société nous impose, plus impérieusement que jamais, le devoir de ne pas capituler, le devoir d'affronter à nos risques et périls cette désolante réalité. Je le dis bien, à nos risques et périls. Quand le destin de l'humain est en jeu, il n'y a pas d'entre-deux. Quand le destin de l'humain est en jeu, il n'y a pas de trou de souris par où l'on pourrait s'échapper. Rappelons-nous que c'est sur cette terre de Guadeloupe, dans les tourments d'une guerre sans merci, contre le rétablissement de l'esclavage, que le colonel Louis Delgrès lança son cri mémorable: « Vivre libre ou mourir !»
avant de se sacrifier avec 300 de ses partisans. Le colonel Louis Delgrès n'avait pas encore 36 ans. À ce propos, je m'étonne que la célèbre proclamation de Louis Delgrès à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir, où il abjure ses contemporains à préférer la mort à l'esclavage. Je m'étonne que cette proclamation ne soit pas placardée à l'entrée de tous les établissements scolaires. Pour ma part, c'est une proposition que je soumettrai au conseil municipal pour ce qui concerne les écoles du Gosier. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, il me semble urgent de repenser notre société, de la critiquer pour la transformer, de lui redonner le sens des boussoles, d'œuvrer ensemble pour sauver la politique contre ceux qui s'en servent au lieu de la servir, de renforcer la vigilance contre l'argent corrupteur devenu l'unité de référence universelle. Il me semble urgent de rééquilibrer notre société devenue dépressive, de revigorer la vie démocratique qui ne cesse de s'étioler, de refonder l'espérance et la foi en l'avenir, de mettre hors jeu la froideur calculatrice des politiciens de métier. Au début du XXe siècle, Charles Péguy, écrivain, poète et essayiste, réglait ses comptes avec les politiciens de son temps, en leur balançant au visage cette formule assassine. L'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est d'en vivre. N'importe quel élu sincère vous dira la singulière force de caractère dont il doit faire preuve pour résister aux flagorneries dont on l'entoure. Il vous dira les constants privilèges qu'on veut lui accorder avant même qu'il ne les demande. Il vous dira la souplesse d'échine des courtisans qui cherchent tous à dépasser les uns les autres dans la complaisance et la flatterie. C'est contre toutes ces dérives que je me dois de me protéger moi-même et de vous protéger. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, nous ne saurions réhabiliter la politique si nous acceptions qu'elle soit amputée de sa dimension morale. L'engagement désintéressé, je veux dire bénévole, au service des causes justes. La recherche en toute chose de l'égalité et de la solidarité. Le nous plutôt que le je. La fidélité à la parole donnée jusqu'au sacrifice de son intérêt personnel. Je sais que l'un des engagements de notre programme qui consiste à instaurer un conseil municipal bénévole, je sais que cette simple idée qui découle du bon sens a déclenché l'hilarité générale de la classe politique. Certains ont voulu y voir vu un bluff. Certains ont épluché le code des collectivités territoriales. D'autres se sont fait interpréter les textes de la Constitution française. Il n'en demeure pas moins que les élus du conseil municipal, dans leur totalité, demeurent fidèles à la parole qu'ils ont donnée. Et savez-vous ce que nous avons décidé de faire des 2 millions d'indemnités que nous ne serons pas perçues? Eh bien, nous les investirons dans la construction d'un bâtiment qui concentrera dans un guichet unique
toutes les administrations essentielles dont les Gauziériens ont besoin. Il est aujourd'hui acquis que ce pôle central sera installé entre les sections de Pliane et de Margaillard. Petite parenthèse, demain nous allons visiter les terrains, demain après-midi. Nous avons affirmé que désormais, les réunions du conseil municipal du Gosier seront ouvertes à la population qui pourra intervenir directement afin de poser ses questions, développer ses suggestions et formuler ses critiques. Les ricaneurs ont été pris d'un fou rire. Seule l'application de cette décision a pu mettre un terme au gloussement des uns et des autres. Aujourd'hui, le Conseil citoyen est installé et toutes les voix, sans exception, peuvent se faire entendre. Nous avons soutenu l'idée d'un plan Marshall pour l'eau. Certains ont tourné de l'œil avant de tomber en syncope. Il a fallu que le préfet Gustin reprenne à son compte cette idée pour les ramener à la vie. Il n'en demeure pas moins que notre conseil municipal était à peine installé, que sous impulsion, les présidents des comités d'agglomération, les présidents des conseils départementaux et régionaux renouaient le dialogue en vue de la mise sur pied du syndicat unique de l'eau. En attendant, à chaque fois que nécessaire, et au-delà de la période d'urgence, nous nous faisons un devoir de livrer à domicile des packs d'eau. Pour tout vous dire, pour une telle opération, la Riviera du Levant, dont je suis le président, a déjà investi 350 000 €. Nous avons offert aux jeunes la plupart des postes de responsabilité à la ville comme à la Carle. Évidemment, nous ne nourrissons aucun contentieux à l'égard de nos aînés. Cependant, nous estimons que la jeunesse, elle aussi, a droit à sa part de chance. Nous avons trouvé plus de 4 millions d'euros dormant d'un sommeil injuste dans les caisses de la collectivité. Ces 4 millions d'euros, subventions de la région Guadeloupe, s'inscrivaient dans des projets de construction comme le gymnase et le terrain de tennis de Bas-du-Fort. L'ancienne équipe s'est littéralement affalée sur ce confortable matelas. Nous risquons de perdre cet argent si rien n'est mis en œuvre avant la fin du mois de septembre. Aussi, contre vent et marée, toute notre équipe est en état de mobilisation. Devant le constat de la vacance du pouvoir municipal depuis des années, j'ai décidé de recevoir les citoyens du Gosier, et ceci chaque vendredi matin. C'est le moment clé de ma semaine de travail, puisque je saisis en direct les préoccupations de mes compatriotes, mais également les projets qu'ils formulent pour le mieux vivre à Gosier. Hier, en fin d'après-midi, accompagné de mon équipe, j'étais à Béline. J'étais attristé de constater qu'il a fallu 35 années de combat acharné pour obtenir des différentes municipalités successives la construction d'une petite route permettant aux habitants d'accéder à leur demeure. D'un côté, 35 années de palabres, de tergiversation, d'indifférence, de je m'en fichisme. De l'autre, 35 années de détermination de cette route, l'une des premières décisions prises lors de mon entrée en fonction, doit être considérée comme le symbole du grand respect que j'ai à l'égard de ceux qui luttent contre toute forme de profitation. Nous ne négligeons aucun point de notre programme, car chaque point
est un engagement à l'écart de la population du gosier. Je dois vous dire qu'en certaines circonstances, nous travaillons jusqu'à 18 heures par jour. Il nous arrive de regretter qu'une journée ne compte que 24 heures. Nous soustraire à notre engagement électoral ne serait rien d'autre qu'un acte de désertion. Et je pense que les militaires présents, ils savent ce que je veux dire. Pourquoi avoir des convictions si ce n'est pas pour les réaliser? Pourquoi se battre pour des causes que nous jugeons légitimes si ce n'est pour les concrétiser? Toute autre attitude se réduit à celle du coq à belle pose. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes amis, certains jugeront mon discours déroutant par sa radicalité. Je l'admets sans aucune difficulté. Cependant, ma pensée est honnête, même si elle n'est pas nécessairement modérée. Je pense que vous me connaissez depuis 10 ans, hein, Justine? Elle n'est pas modérée parce que j'ai la profonde conviction que ce n'est pas avec de l'eau de rose que l'on combat. Les apôtres de la torpeur, les apôtres du mensonge, les apôtres de la lâcheté, les apôtres de la compromission et de la facilité. Ma pensée n'est pas modérée parce que je rencontre chez les humbles gens du courage, de la générosité, de la fraternité, de la solidarité et le sens de l'équité. C'est chez ces personnes, ces humbles gens du gosier et de la Guadeloupe, que nous pouvons encore puiser notre énergie et trouver l'exemplarité qui pourrait faire de nous des élus dignes de ce nom. Trop souvent, ces trésors de bonté et d'altruisme ont été empoussiérés par le bavardage et le babillage politique. Un peu comme les vestiges d'une civilisation disparue dont on a perdu le sens et la grandeur. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, nous nous devons d'insuffler la vie aux idéaux qui ridiculisent les pensées ricaneuses des personnages qui se croient importants. Je sais que des milliers et des milliers d'entre nous veulent se mettre à croire que la renaissance est possible. Je sais que des milliers et des milliers d'entre nous pensent que nous pouvons refonder notre politique, notre Guadeloupe, notre monde. L'ampleur des bouleversements économiques et politiques qui secouent notre planète se traduit chez nous par des convulsions sociales. Quelle instance politique se préoccupe de porter un début de solution? La Guadeloupe, pour être un ensemble d'îles, n'est pas pour autant à l'abri de l'ensauvagement du monde. Une large fraction de nos compatriotes est frappée par une misère matérielle, mentale et morale dont personne ne semble vouloir en prendre la mesure. Ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure, mais restons réalistes. Sachons qu'à continuer ainsi, nous allons au-devant d'un avenir au péril prévisible. Le déchaînement des fièvres boursières qui affaiblit nos capacités de résistance, le cortège de criminalité mafieuse, les paradis fiscaux et l'endettement des pays appauvris, le trafic d'armes et de drogue, le piratage électronique, le cyberterrorisme ne nous sont pas étrangers. La concentration des multinationales agroalimentaires, le diktat des semenciers et des banquiers impose aux paysans producteurs de la Guadeloupe une concurrence mondiale
impitoyable. Mais qu'addeviendra-t-il de nous si, par les caprices de la nature ou par la malveillance des hommes, les avions cargo ne pouvaient plus atterrir et les bateaux ne pouvaient plus accoster? On voit bien que la question de l'autosuffisance alimentaire est une criante réalité. Je rappelle que le péril des changements climatiques, le péril du stockage des déchets de toutes sortes, le péril de la déforestation, le péril de la pollution des océans, le péril de l'appauvrissement des fonds marins constituent des drames écologiques qui nous intéressent directement. Alors que la Guadeloupe peut partir à l'assaut du ciel, nous nous retrouvons pieds et poings liés. Notre pays se noie sous des cascades de méfiance et de défiance, d'insignifiance et d'incompétence. Je ne veux point jouer avec les mots. Mais comment expliquer que les amoureux de la nature découvrent des dizaines et des dizaines de cascades dans les forêts les plus profondes de notre pays et que dans le même temps, les robinets restent désespérément vides? Il faudra bien un jour que ceux qui souffrent de la privation de ce liquide vital sachent la vérité. S'il y a une justice, les coupables devront être punis. Telle est ma volonté de toujours. Comment expliquer que la question des déchets est prise avec des pincettes alors qu'il faudrait s'en emparer à bras-le-corps? Je dis que la Guadeloupe ne doit pas être un terrain vague, à ciel ouvert, où s'accumulent des amas d'immondices. Qui en sont les responsables? Et qu'ont-ils fait pendant les 30 dernières années? Qu'en est-il de la qualité de l'instruction accordée à la jeunesse? Pourquoi la Guadeloupe subit-elle, comme n'importe quel pays sous domination, la fuite des cerveaux? Les compétences acquises par les jeunes diplômés leur interdiraient-ils de travailler dans ce pays? Comment expliquer que petit à petit, la Guadeloupe devient le carrefour de toutes les addictions possibles et le lieu de la consommation sans rivage? Il faudra bien que tous les responsables de la sécurité, de la santé et de l'économie arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts et consentent à répondre de leurs actes. Qui peut me citer un seul département, autre que la Guadeloupe, subissant la pandémie de Covid-19 sans un centre hospitalier et une structure sanitaire digne de ce nom? À Paris, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux, cela ferait scandale quand en Guadeloupe cela paraît normal. Comment expliquer que le problème du transport collectif des passagers comme le problème du transport des marchandises se pose de manière aussi criante que dans les années 70? On parle de double insularité, mais malheureusement, on ne fait qu'en parler. A-t-on peur à ce point du taureau pour hésiter à l'attraper par les cornes? C'est dire que les grands problèmes économiques et sociaux, culturels et éducatifs ne sont pas derrière nous, mais bien devant nous. Et ils nous crèvent les yeux. Ils n'ont été résolus ni sur le lit de la corruption, ni sur le lit de la compromission. Les alternances ont succédé aux alternances. Tantôt, on a glissé à droite. Tantôt, on a penché à gauche. Tantôt, on s'est retrouvé au centre. Le plus souvent, on s'est égaré dans le néant. Telle la fleur du fromager, on est emporté par le tourbillon des vents du carême.
Le sentiment largement partagé est que la Guadeloupe flotte sur un nuage, qu'elle ne repose sur rien de stable et de concret, qu'elle se disloque dans les sables mouvants d'une politique tapageuse et tape à l'œil, qu'elle fait de l'aquaplaning sans savoir sur quel mur elle ira se désintégrer. Alors, je m'adresse à toutes les Guadeloupéennes et à tous les Guadeloupéens, à toutes les femmes, à tous les hommes qui vivent sur cette terre et qui sont attachés à cette terre. En ce jour, dimanche 23 août 2020, je leur dis, l'alternance n'est pas l'alternative. Cette alternative ne peut être garantie par ceux qui ont fait et qui font encore carrière dans la trahison. Cette alternative ne peut être garantie par des alliances d'ambition ou des complicités de domestiques. L'alternative sera le résultat du travail collectif des enfants du pays, de leur clairvoyance, de leur incorruptibilité, de leur enracinement dans la population qui saura les investir de sa confiance. J'appartiens à une génération dont les plus lucides rêvent d'épouser une cause commune. Ce rêve comporte une critique intransigeante de l'État, de notre classe politique. Ce rêve ramène les esprits sur les problèmes que l'on feint d'ignorer et d'oublier. Ce rêve fait remonter aux sources de la vie l'exemplarité de chacune de nos actions. Ce rêve regarde le passé et indique l'avenir. Voilà le rêve pour lequel il me semble sage de vivre et sans doute de mourir. Si cette exigence morale s'impose à nous, c'est peut-être à ce prix qu'une Guadeloupe debout ne sera plus un rêve, mais une vibrante réalité. Encore une fois, je me permets de m'adresser à la jeunesse. Jeunesse, sortons du cirque infernal des pleurnicheries et des jérémiades. Jeunesse, ne cédons ni au désabusement, ni au désenchantement. Jeunesse, tournons le dos au renoncement et au ressentiment. Jeunesse, nous sommes les mieux placés pour mesurer les sacrifices que nos aînés ont consentis pour faire de nous ce que nous sommes. Nous avons donc le devoir d'assumer toutes les humiliations du passé et du présent, afin de restituer à notre société sa mémoire et sa vérité. Ensemble, nous allons courir. Ensemble, nous allons souffrir. Ensemble, nous allons réussir. Pour terminer, je voulais comme quelque chose qui me tient à cœur. Et Madame de Petit Canal, je veux dire, ma gouzérienne, viens à côté de moi. Il faut que tu viennes parler parce que il y a deux événements qui ont fait que j'ai envie de terminer par une touche qui est importante et qui est dans ma vision politique. Lors de ton discours, tu as dit que tu es né à Gosier. Donc en gros, tu es une espèce rare. Puisque alors, on a le petit malicieux Maëlik qui est né devant la poste du Gosier la semaine dernière. Lui aussi, c'est une espèce rare. Et en tant que maire de la ville du Gosier, j'ai envie que les enfants du Gosier naissent à Gosier. Comme toi. Et voilà. Et donc, nous allons rencontrer la clinique du Gosier pour leur demander de faire un espace de maternité parce que ça nous tient à cœur. Voilà. Donc, en gros, je voulais qu'on t'appuie très fort parce que tu es une Gosier. Voilà. Mesdames, Messieurs, je demande, comme vous l'avez fait pour l'accueillir, de vous lever pour applaudir Monsieur le maire, le premier magistrat de la ville de Gosier, également président de la communauté d'agglomération de la ville de Grand. Encore, je vous en prie, encore. Voilà.
Monsieur Cornet, j'espère que toutes les personnalités, toutes les personnes qui sont là ont passé un moment agréable. Ah, je pense que oui, hein. J'espère. Voilà. Du moins, on a tout fait pour bien les recevoir. On a mis tous les moyens, malgré le Covid-19, pour essayer en toute sécurité de faire qu'il puisse passer le meilleur moment dans notre belle commune du Gosier. Et je tenais encore à tous et toutes d'être venus aussi nombreux. Merci à vous tous. Merci, M. Cornet. On donne rendez-vous dans 10 ans, Madame Bénin. Justine, je ne sais pas où, mais la politique peut nous emmener tellement d'endroits. Qui sait, peut-être qu'on va remplacer Macron. On ne sait pas. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci infiniment, mesdames et messieurs, merci. Donc, encore une fois, merci d'avoir répondu présent à l'invitation donc de Monsieur le maire et de son équipe municipale. On va donc terminer ce vin d'honneur par évidemment une collation, toujours dans le respect des gestes barrières. Merci encore à vous, bon dimanche et prenez soin de vous.